Alors, bonjour tout le monde. Sébastien Cotinet, je me présente. Je vais animer avec Taylor qui se présentera tout de suite après. Sébastien Cotinet, je travaille pour le regroupement des organismes de bassin versant du Québec. Je vais m'occuper du pendant français de l'animation. On va faire ce qu'on peut pour faire ces liens-là, que ça soit le plus fluide possible aussi, grâce à nos interprètes qui pourront nous assister tout au long de cette grande discussion. Mais d'abord, je veux vous inviter, je vais vous partager un peu les objectifs de la rencontre aujourd'hui. Euh, on veut en fait jeter les bases ou mettre euh, les bases à partir d'échanges sur des expériences qui ont eu lieu en sciences participatives de l'eau et en gestion communautaire de l'eau, voir ce qu'il y a de commun, où il y a des divergences. Donc, à travers un dialogue, vous allez être invité à écouter et éventuellement à participer aujourd'hui. Ben, on va explorer ensemble, en fait, cette mise en commun ou cette grande réflexion pan-canadienne. Éventuellement, bon, vous aurez deux exemples qui vous seront présentés. Vous aurez la chance là, d'avoir la définition. Puis éventuellement, vous aurez des liens là, par la suite. Là, vers la fin de la rencontre, là, on vous expliquera un peu là, ce qui suivra, en fait, cette rencontre-ci. Et là, je te passe la parole. Merci beaucoup, Rebecca et Sébastien, pour ce début formidable. Je m'appelle Taylor Wilkes, alors modératrice à Living Waters, et je vous appelle à partir de territoire Aitishigage, que nous appelons Peterborough en Ontario. À Our Living Waters, examine notre relation avec l'eau dans tout ce que nous faisons. Alors, j'aimerais prendre un moment de reconnaître que nous appelons tous à partir de bassins versants de par le continent. Et pour chaque bassin versant, il y a une configuration distincte des personnes originales et protocoles du lieu. Ah bon, les relations avec les territoires non cédés ou les traités, conflits de gens, les activités, changements, là, dans ces lieux. Et c'est pour ça que j'aimerais vous remercier tous et toutes euh, pour ceux qui observent le bassin versant, qui participent dans le travail pour protéger nos eaux ensemble. Alors, Sébastien et moi, on sera les modérateurs de la conversation aujourd'hui. Nous sommes ici au nom de cette collaborative. Et c'est une collaborative qui organise l'événement aujourd'hui, compose 10 leaders sur l'eau de par le pays. Plusieurs sont ici avec nous sur l'appel. Et ce sont des leaders ici qui travaillent ensemble à partir de leurs réseaux régionaux depuis plusieurs années pour renforcer le réseau national de la science participative de l'eau et la surveillance de l'eau partout au pays. Cet événement, c'est une des plusieurs choses que nous avons fait ensemble et je vais demander à Andrew de mettre un lien dans le chat pour le site web de collaboration si vous voulez apprendre davantage. Ici, la boîte de clavardage, vous pouvez mettre vos questions durant la séance, mais nous n'allons pas pouvoir y répondre jusqu'à la fin de la séance du webinaire aujourd'hui. Alors, cela étant dit, Sébastien, je vous recède la parole pour présenter les invités. Oui, alors nous aurons aujourd'hui comme collaborateurs donc Nathalie et Mathilde du G3E, un organisme québécois, qui vont vous présenter le forum de la science participative de l'eau qui a eu lieu à Québec au mois de novembre 2022. Et on aura aussi David et Laura de Atlantic Water Network. Je ne vais pas passer à la traduction, mais bref, il y en a qui vont s'en occuper pour moi, donc, et qui vont vous présenter une des activités aussi qui ont tenu autour de la gestion communautaire de l'eau. Euh, on aura aussi bon, Rebecca Taylor, puis il y a Sébastien Sauvé qui va être là de l'Université de Montréal. Et on aura aussi Aslyn de DataStream qui vont participer
qui était dans l'organisation et qui participe aujourd'hui à l'activité. Euh, puis là, je ne sais pas si, mais il fallait que je présente peut-être un peu plus la partie québécoise, en fait, le forum sur les sciences participatives de l'eau. Donc, cette activité-là a eu lieu en novembre 2022. Comme je disais, il réunissait en fait toutes sortes d'acteurs de l'eau pour parler, mettre carrément en place un réseau euh, autour de la science participative avec des acteurs du milieu. Donc, faire une grande réflexion, se trouver une vision, une mission, puis mettre en place un plan d'action. Vous aurez l'occasion d'avoir les détails un peu plus en avant dans les échanges tout à l'heure. Puis je ne sais pas, Taylor, est-ce que tu présentes les gens là, de l'Atlantique? Non, 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 ça c'est à vous de faire. OK. Puis c'est ça du côté de, euh, de l'autre projet, ben, ça va être aussi la même chose, mais puis là, j'essaie d'éviter de tomber dans le piège là, des différences, des explications, mais qui vont présenter aussi leur approche dans le contexte là, de la gestion communautaire de l'eau. Je n'irai pas plus dans le détail, de toute façon, les participants vont, à travers leur dialogue, vous présenter leur expérience, puis pouvoir aller dans le détail. Alors, Nathalie, si tu veux bien, puis ça va être sous forme d'échange. Au début, il y a des présentations qui vont se suivre, puis éventuellement, les échanges vont prendre place jusqu'au moment où est-ce qu'on pourra même introduire des questions. Alors, Nathalie, si tu veux bien présenter l'événement, euh, le, le- le réseau, le forum qui a eu lieu, puis éventuellement là, les aspirations des gens qui se sont rencontrés à ce moment-là. Bonjour à tous. Juste vérifier, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Parfait. Mais bonjour à tous et je me présente Nathalie Piedboeuf. Je suis la directrice générale du groupe d'éducation et d'éco-surveillance de l'eau, donc un organisme basé à Québec, mais qui a vraiment des activités à l'échelle de la province et voire au-delà. On travaille beaucoup en sciences citoyennes auprès des communautés, des jeunes, des organismes. Je vous invite évidemment à aller voir notre site web par la suite. Donc, mais je suis bien heureuse aujourd'hui d'être là pour venir vous présenter une démarche là, qui a été mise en place au Québec pour faire valoir puis mettre de l'avant la science participative de l'eau. Démarche qui s'est vraiment faite en collaboration là, avec 4 organisations, l'Université de Montréal, DataStream, le ROBVQ et évidemment le G3E, puis grâce à l'appui là, de la Fondation ECO. Donc, avant toute chose, un peu de sémantique. Donc, on a décidé au Québec de parler de sciences participatives, donc un terme qui est couramment utilisé dans le milieu, tant au niveau des ministères, des gouvernements, que au niveau communautaire. Évidemment, la science participative, chacun a un peu sa définition. Donc, question de partir là tous un peu dans la même définition, dans le même objectif. On, on a conclu que pour nous, la science participative consistait vraiment à tout projet ou toute action qui implique les citoyens à un moment donné ou à un autre d'une recherche qui peut partir de l'échantillonnage à l'identification, l'analyse, jusqu'à la définition d'enjeux ou d'actions à entreprendre. Donc, c'est vraiment ce concept de science participative dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, comment tout cela a commencé? Donc, il y a presque 3 ans, en fait, nos 4 organisations sont assis ensemble pour discuter un peu de sciences participatives, où on en était, où on voulait aller, car chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, à un certain niveau, à différents niveaux, on faisait des activités de sciences participatives. Donc, au fil des discussions, on s'est aperçu qu'il y avait quand même beaucoup d'organisations au Québec qui en faisaient, qui avaient énormément de données acquises là, par des activités
était un peu partout là, à travers le Québec, que ces actions de sciences participatives contribuaient une certaine manière à la gestion de l'eau et évidemment que c'était des outils formidables de sensibilisation et d'implication des citoyens. Mais au fil de nos discussions, là, on s'est quand même posé à savoir, mais c'est qui réellement les acteurs, les organisations qui font de la science participative au Québec? Est-ce que c'est vraiment tous les secteurs qui sont concernés? Est-ce qu'on a du gouvernement, de la recherche, du milieu communautaire? Est-ce qu'on en a partout dans la province? Comment les données sont récoltées? Par qui? Comment elles sont utilisées? Est-ce qu'il y a des limites à ces données-là? Et surtout, est-ce que les instances décisionnelles reconnaissent la science participative à leur juste valeur? Donc, au fil de nos discussions, on s'est dit que le meilleur moyen là, pour répondre à toutes ces questions-là serait probablement de réunir déjà un premier groupe d'organisations, de personnes qui réalisent des activités de sciences participatives. Donc, il nous est venue l'idée farfelue un peu d'organiser un premier forum de la science participative au Québec. Donc, l'objectif premier de ce forum-là était vraiment de rassembler les acteurs de l'eau qui réalisaient des activités de sciences participatives en étant très, très conscient qu'on n'a probablement pas rejoint tout le monde. Donc, c'était une première, donc un début. On voulait également essayer de dresser un état de situation avec l'ensemble des participants, donc où on en était, c'est un état de situation actuel. On voulait vraiment essayer aussi de créer un espace de convergence, de discussion, de partage. Donc, c'était quand même une première fois qu'on rassemblait tout ce monde-là. Et tous ensemble, notre objectif était également d'établir une vision commune et arriver à un plan d'action qui vise vraiment à venir soutenir le travail des organisations qui font de la science participative et également de pouvoir mettre en commun les efforts de tous, donc pour ne pas dédoubler, puis sachant que les ressources sont limitées, donc de travailler tous ensemble. Donc, comme Sébastien disait, en novembre dernier, donc il y a un peu moins d'un an, on a tenu notre premier forum de la science participative. On a été sincèrement très contents des résultats puis de la participation. Donc, c'est 65 participants provenant de 32 organisations, tant du milieu des ONG, des OBV, des comités ZIP, ce que nous avons au Québec. On avait du monde des ministères provinciaux, fédéraux, du milieu de la recherche, des municipalités qui ont pris part à ces 2 journées. Le seul bémol, c'est qu'on n'avons pas réussi à avoir des groupes ou des organisations des communautés autochtones. Et c'est certain qu'advenant qu'on conduise une deuxième édition de ce forum-là, c'est un élément qu'on va tenter de corriger. Donc, ce forum s'est tenu sur 2 jours. La première journée, c'était davantage une mise en bouche. Donc, en la matinée, on a eu la présentation de 9 initiatives, donc des activités, des projets qui provenaient tant du milieu universitaire, du milieu gouvernemental. On a eu des présentations sur des projets qui amenaient la participation de jeunes, de citoyens, également des projets qui est reliés à toute la gestion des données. Par la suite, on a eu une présentation fort intéressante d'une aînée Abenaki, donc Madame Nicole Obensawin, qui est venue un peu nous conter, en fait, c'était quasiment un conte, sur un peu sa vision du savoir traditionnel et de la façon dont ce savoir pouvait s'intégrer dans le savoir scientifique et dans la science participative. Par la suite, la journée s'est terminée là, avec un panel de 4 personnes du monde des communications qui sont venues discuter là, de la façon de pouvoir rendre la science accessible aux citoyens. Étant, quand on parle de science participative, c'est un élément clé là, de pouvoir approcher les citoyens. La deuxième journée, là, ça a vraiment été une journée de travail intense. Donc, l'objectif de cette journée-là était quand même, on avait des grands objectifs. Donc, l'idée, c'était de débuter la journée en essayant d'établir tous ensemble une vision commune de ce qu'on voyait de la science participative et à travers différents ateliers, d'arriver en fin de journée avec un plan d'action pour les 5 à 10 prochaines années. C'était quand même très ambitieux comme horaire,
Et croyez-le ou non, nous sommes arrivés avec un plan d'action à la fin de cette journée. Donc, voici un peu notre vision là, que nous avons établie tous ensemble. Donc, c'est sûr que vous voyez ça comme une vision qui va probablement évoluer là, au fil du temps et qui va probablement devenir un peu plus précise. Donc, ben, je vous la lis carrément. Donc, d'ici quelques années, nous voyons un réseau de sciences participatives pour la santé de l'eau qui sera reconnu pour l'engagement durable des communautés, la diversité de ses acteurs, ainsi que pour le partage des savoirs scientifiques et traditionnels. Donc, après toute une série d'ateliers qui nous a menés au plan d'action, je vais vous présenter très rapidement le plan d'action qui est ressorti de cette journée-là. Donc, le plan d'action est basé sur 5 enjeux. Donc, durant la journée, il y a quand même presque une trentaine d'enjeux qui étaient ressortis. Et, on les a regroupés en 5 enjeux principaux. Ces enjeux ont été traduits en orientation et découlent des orientations 16 objectifs et 52 actions. Donc, la première orientation était vraiment liée à la vision. Donc, on veut s'assurer qu'à travers cette démarche, l'ensemble des acteurs s'entendent sur une direction, là, sur un but commun pour pouvoir faire avancer la science participative. Donc, un des premiers objectifs qu'on voyait là, pour arriver à ça, c'était vraiment de structurer l'organisation. Donc, de voir comment on allait fonctionner, est-ce qu'il y avait des choses à mettre en place, donc pour pouvoir avancer. Je ne vous lirai pas nécessairement tout parce que ça va être un peu long. La deuxième orientation qu'on visait, c'était vraiment relié à l'engagement. Donc, comment s'assurer là, qu'on a un engagement périn, tant des citoyens, des jeunes, des municipalités, des organismes, des ministères. Donc, un des premiers éléments, mais qu'on se disait, il faut connaître les acteurs. Donc, il est important de créer une base de données, de savoir qui sont les acteurs qui font de la science participative au Québec. Également, de développer toutes des stratégies, des moyens d'engagement pour assurer, d'une part, d'aller chercher probablement des nouveaux acteurs, mais également d'assurer que ceux qui sont là présentement puissent continuer et qu'il n'y a pas un effet d'épuisement. Et évidemment, de pouvoir soutenir et reconnaître les efforts de tous dans les activités de sciences participatives. La troisième orientation est vraiment reliée à la pérennité. Donc, vous en doutez, mais comment pérenniser un regroupement d'acteurs de sciences participatives? On peut parler évidemment au niveau financier, mais également au niveau des ressources humaines, des ressources matérielles, au niveau de l'engagement de tous. Une des actions, des objectifs qu'on voudrait avoir, sur lesquels on va commencer à travailler, c'est cette idée de mettre en place un mécanisme de financement qui sort un peu du traditionnel financement par subvention. Donc, de réfléchir à une façon là, qu'on pourrait assurer une pérennité financière à ce réseau et aux activités de sciences participatives. Ensuite de ça, la quatrième orientation était tournée tout autour des données. Donc, comment faire reconnaître la pratique de la science participative et que les données là, soient acceptées et utilisées là, par les différents décideurs. Donc, évidemment, il y a toute une question de rigueur scientifique. Donc, comment assurer une rigueur scientifique à ces données, la crédibilité des données. Donc, il va y avoir plusieurs actions là, qui vont tourner autour de cette crédibilité, de cette rigueur, pour s'assurer que ces données-là puissent être utilisées et soient bien utilisées également. Et la dernière orientation tournait beaucoup autour du partage du savoir. Donc, il y a aussi toute la communication, la diffusion, donc de pouvoir mettre en place là, des façons de partager toutes ces connaissances-là, l'aspect de la vulgarisation, donc comment vulgariser toutes ces connaissances aux citoyens, parce qu'évidemment, on parle de sciences participatives, on veut que les citoyens comprennent, puissent s'y impliquer. Et tout ça dans l'objectif on s'entend de pouvoir protéger et conserver les écosystèmes aquatiques.
Donc, évidemment, là, je viens de vous passer très, très rapidement notre plan d'action, mais je vous invite vraiment à aller sur la page web du forum qu'on partagera tantôt pour aller lire de façon plus pointue là, le rapport qui a été produit du forum. Et également, là, on a fait des fiches synthèses et on a fait ressortir le plan d'action. Et le tout est en français et en anglais, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Donc, suite à ce forum-là, puis à la rédaction du rapport, donc ce qu'on peut constater au Québec, c'est que la science participative est vraiment très vivante. Il y a vraiment énormément d'initiatives un peu partout dans la province, dans vraiment la plupart des régions du Québec. Il y a de nombreux acteurs impliqués dans tous les secteurs, que ce soit gouvernemental, milieu de la recherche, universitaire, communautaire, des communautés autochtones également. On commence vraiment à avoir des bases de données temporelles énormes. Donc, il faut savoir qu'il y a certains projets de sciences participatives qui sont réalisés depuis plus de 20 ans. Donc, ça fait quand même des bases de données vraiment intéressantes. Ce qui était vraiment intéressant, c'est que à la fin du forum, on voyait vraiment un désir des participants d'aller de l'avant, de continuer. Ils voulaient qu'il y ait des choses qui se passent en termes de sciences participatives. Donc, c'est vraiment très encourageant. C'est sûr qu'on a conclu qu'il fallait quand même se doter de leaders, donc d'un comité d'organisation qui puisse faire avancer parce que on a un plan d'action, mais là, il faut le mettre en place. Mais on ne voulait surtout pas venir créer une nouvelle structure par-dessus la panoplie déjà de structures que nous avons au Québec. Donc, ça va être toute une réflexion au niveau de la façon qu'on va structurer tout. Et bien évidemment, donc, notre plan d'action en main, donc notre petit comité organisateur, nos 4 organismes, on s'est dit comment mettre tout ça en place. Donc déjà, on ne parle plus d'un forum de la science participative, un forum étant un événement, mais on parle maintenant plus d'un collectif de la science participative de l'eau au Québec. Et les prochaines actions là, qui vont être entreprises dans la prochaine année, ça va être de vraiment commencer à structurer le collectif, donc de définir une structure, de réfléchir, de commencer à mettre en place une base de données des acteurs. On va également développer des outils de communication pour valoriser la science participative qui pourrait être partagée là, aux acteurs qui en font. Et on va travailler vraiment à amorcer un développement d'un mécanisme de financement. Donc, réfléchir comment on va pouvoir financer tout ce collectif-là et toutes les actions qui en découlent. Donc, ben, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et évidemment, ben, ça me fera plaisir là, de discuter avec vous et Sébastien Sauvé qui est ici également et Sébastien Continet vont pouvoir aussi partager leur, euh, leur point de vue là, sur le forum et la démarche qui a été réalisée au Québec. Donc, un grand merci. D'accord, merci Nathalie. C'était vraiment très intéressant. Je suis très enthousiaste. Je tire déjà des leçons, je vois des similitudes, des choses semblables en ce que vous faites et ce que nous faisons dans notre réseau. Je vais partager mon écran. Je m'appelle Laura Chandler et je suis gestionnaire de programme au Atlantic Water Network. Le réseau de l'eau de l'Atlantique. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Donc, c'est ça. Je suis gestionnaire de programme au Atlantic Water Network. Je suis là depuis 4 ans et aujourd'hui, je voulais vous parler de comment nous, comme réseau, nous soutenons toute une série de communautés et de membres de la communauté très diversifiés. Alors, permettez-moi de vous parler un peu du réseau Atlantique de l'eau, le Atlantic Water Network. Nous sommes la plaque tournante ou le pôle du Canada Atlantique pour la surveillance communautaire de l'eau. Donc, les rivières, les lacs et les zones humides de l'Atlantique sont soit en bonne santé et gérées par les communautés locales à long terme. Donc, nous soutenons ce réseau de plusieurs façons. On bâtit bien sûr le réseau, la mise en place de ce réseau, les apprentissages partagés et le soutien technique.
Donc, la surveillance de l'eau, c'est au cœur de ce que nous faisons, mais c'est de la surveillance de l'eau axée sur des préoccupations de la communauté, les objectifs et les capacités de la communauté. Mais ça change, ça varie et ça se fait de façon différente dans les différentes parties de notre réseau. Donc, le premier pilier, c'est la mise en place d'un réseau. Nous avons plus de 100 partenaires communautaires, des groupes autochtones et environnementaux, des chercheurs, des universitaires, des gouvernements. On aime ça, cette collaboration interprovinciale et aussi amener ces préoccupations, ces inquiétudes des maritimes, de l'Atlantique à la scène nationale, à l'arène nationale. Le deuxième pilier, c'est l'apprentissage partagé. Nous voulons partager le plus possible des ressources entre les partenaires communautaires. Nous avons un cours de certification en ligne gratuite sur les principes fondamentaux de la surveillance de l'eau, les cyanobactéries et la gestion des données. Nous voulons nous assurer que les communautés avec lesquelles nous travaillons vont chercher les données de plus haute qualité possible pour que ça soit utilisable dans l'avenir, bien sûr, ces données-là. Et ensuite, le troisième pilier, on aime offrir un soutien technique. Nous avons 3 centres d'équipement de surveillance de l'eau à 5 endroits dans les maritimes. Nous organisons des ateliers d'analyse et de communication des données. Et nous sommes le partenaire régional pour DataStream. La plupart d'entre vous le connaissez. C'est un centre de données sur la qualité de l'eau en libre accès. Je vais vous parler de comment nous valorisons vraiment le travail qu'ils font et ils nous aident beaucoup à prendre des décisions. Donc, comme je l'ai déjà dit, le Canada Atlantique c'est très grand comme région, elle est très grande. Il y a beaucoup de communautés diversifiées. Les côtes de la Nouvelle-Écosse, les plages de l'île du Prince-Édouard, les fjords et les montagnes à Terre-Neuve et Labrador, et les forêts et les collines du Nouveau-Brunswick. Beaucoup de paysages très différents, d'écosystèmes très différents. Il y a beaucoup de défis aussi très différents qui sont très spécifiques aux endroits où nous travaillons. Et nous avons bien sûr une force, c'est que nous avons des communautés diversifiées aussi, tellement de communautés différentes, de tailles différentes, de réalités différentes qui amènent leur perspective et leur expertise, leurs connaissances, mais ça nous donne aussi des défis en travaillant avec un réseau si diversifié. Chacun de nos communautés a des capacités différentes, des priorités différentes et un accès différent. Donc, nous travaillons avec des organisations de bassin versant avec un seul bénévole jusqu'à des organisations avec 15 employés à temps plein. Donc, à cause de cette grande diversité, la surveillance de l'eau au niveau communautaire a l'air très différente dépendamment de la communauté où ça se fait et les réalités de cette communauté. Alors, comment prioriser ce soutien si notre réseau est tellement grand et diversifié? Et la réponse à cela est la suivante. Euh, les données et l'écoute. Écoute des données. Donc, on écoute les données que nous cueillons et nous écoutons à ceux qui font le recueil de ces données. Ensuite, l'analyse des données, euh, c'est très important. On a entendu que beaucoup du Canada Atlantique et des Maritimes n'a pas assez de données pour pouvoir dire si les bassins versants sont en santé. Donc, on a travaillé avec DataStream. Beaucoup des communautés envoient leurs données à ce pôle-là, à cette plaque tournante-là, et nous avons commencé à puiser dans ces données-là à plusieurs niveaux et sous-niveaux. Les bassins versants, les sous-bassins versants, les sous-sous-bassins versants, qui fait la collecte des données, où est-ce qu'ils le font, pourquoi est-ce qu'ils le font, et ensuite, comment nous pouvons les soutenir dans ce processus. Donc, nous avons demandé la question suivante. Quelle quantité de données est suffisante? Et si vous demandez à 15 organisations différentes, vous allez recevoir 15 réponses différentes. Alors, pour une organisation, ils vont parler de 4 paramètres 6 fois par année. Pour un autre groupe, ils vont dire on est très soucieux de la température, alors on veut juste se pencher sur la température et on fait le monitoring, la surveillance à toutes les heures. Donc, on voulait que notre quête de solution soit plus adaptée aux différentes réalités. Et
Donc, nous avons créé des cartes qui soulignent ces différentes réalités desquelles nous avons discuté avec nos partenaires pour déterminer où il y a les données suffisantes pour prendre des décisions et où il y a une manque, une lacune de données et il fallait travailler davantage. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est que il y a des initiatives très locales et ces initiatives partagent leurs données. Des fois, les données existaient, mais les groupes n'avaient pas les capacités d'aller trouver suffisamment de données. Et souvent, les projets sont financés de façon sporadique. Ce sont des budgets qui financent des projets et pas un financement à long terme. Donc, ça aussi, c'est un défi. Et ensuite, savoir comment nous pouvons être plus actifs dans nos communautés. On a fait une tournée, on a fait des déplacements, des voyages pour poser beaucoup de questions dans ces communautés-là pour savoir comment mieux les soutenir, les régions et les communautés très diversifiées, par exemple. Suffisamment de données, mais des données qui ne sont pas à libre accès, qui ne sont pas disponibles. Il y a des régions qui ont des données, mais n'ont pas les données suffisantes. Nous pouvons les aider à retravailler leur façon de faire la surveillance, le monitoring, les offrir les équipements nécessaires, les aider à améliorer les indicateurs, les paramètres, les critères. Et les régions qui n'ont pas de programme de monitoring, de suivi, nous pouvons faire du travail de sensibilisation, faire plus de mobilisation et d'engagement pour convaincre les gens de lancer des programmes et de faire ce travail-là. Alors, c'est revenu à l'importance, ça se résume à l'importance de pas seulement de faire des réunions Zoom, mais aller dans les communautés, entrer dans les rivières, mettre nos bottes et aller dans la boîte, se rencontrer pour une bière. Ces discussions informelles sont tellement importantes pour nous et on n'aurait pas pu le faire sur Zoom en ligne. C'est très important pour établir la confiance et répondre à ces questions prioritaires. Donc, maintenant que nous avons comme un fondement, une fondation, euh, nous élargissons notre travail. On a une réunion du réseau une fois par année et pendant la réunion de 2021, nous avons fait une évaluation des besoins de la communauté pour savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quels sont les défis, les obstacles et quelles sont les opportunités, les occasions à saisir. Vous voyez le réseau à l'écran. Je vois que beaucoup d'entre vous sont parmi nous aujourd'hui. Je suis très content de vous voir ici présents. On a travaillé sur à une évaluation des besoins, à un sondage du réseau et pour répondre à la question comment est-ce qu'on peut mieux agir pour notre réseau, faire mieux fonctionner notre réseau. Ensuite, ce qui m'aide beaucoup à prendre des décisions et ce qui nous aide beaucoup, c'est de se tourner vers nos valeurs partagées. On a identifié des valeurs que nous partageons, des valeurs communes qui nous aident à établir des priorités, à prendre des décisions difficiles. Donc, par exemple, l'humilité comme leader de réseau. Je suis très éloigné du travail qui se fait sur le terrain, dans les bassins versants. Donc, je dois faire confiance dans nos communautés, faire confiance qu'ils connaissent mieux leurs bassins versants que moi, qu'ils savent ce qui est mieux pour leur communauté. Ils le savent beaucoup mieux que nous, hein, au niveau du leadership. Et comme ça, nous pouvons développer des ressources et des outils qui vont vraiment utiliser, qui seront utiles pour eux sur le terrain. L'inclusion, quand nous décidons de développer ou d'élaborer une ressource ou un outil qui pourrait aider une organisation avec 15 membres du personnel à temps plein ou une organisation avec un seul bénévole. Il faut s'assurer que les petits groupes se sentent soutenus, appuyés aussi. Ça nous aide dans notre prise de décision. La collaboration, c'est très important. C'est important de rassembler les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, et Nathalie l'a dit aussi en parlant de son réseau, euh, rassembler nos experts, nos scientifiques avec ces nouveaux groupes, ça aide tout le monde à obtenir le soutien et l'appui, l'aide dont ils ont besoin. La
réflexivité, la souplesse et la flexibilité, les priorités changent, le climat change, les écosystèmes changent et nous aussi devons réagir et changer. Nous pouvons faire ça assez rapidement. Nous sommes assez souples. Alors, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On a élaboré notre plan stratégique. On a fait des ateliers de formation dans les bassins versants. On a créé des centres d'équipement dans des communautés plus éloignées, isolées, les régions plus rurales. Et on a aidé beaucoup de ces groupes dans la gestion des données, le soutien au téléchargement des données, comment rendre les données plus accessibles. Qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir? Plus de renforcement des capacités, la coordination, entrer en contact plus régulièrement avec nos communautés, avec nos partenaires, la coordination des ressources et des partenaires. C'est très important pour qu'on sache tous et toutes où aller pour chercher les ressources et les outils dont nous avons besoin et le soutien à long terme, c'est très important. Donc, j'espère que cette présentation a été claire, que j'ai pu souligner l'importance de l'écoute et de l'apprentissage constructif qui permet d'établir des priorités en matière de soutien. Euh, et le soutien stratégique permet de renforcer notre réseau diversifié pouvoir soutenir notre réseau de façon stratégique, ça nous permet, voilà, encore une fois, de renforcer cette diversité. Merci beaucoup à ceux qui nous soutiennent, aux membres de notre réseau et à ceux qui sont là pour écouter aujourd'hui. J'ai très hâte pour le dialogue qui s'en vient. Merci beaucoup. Merci, Laura. C'est génial d'avoir l'opportunité d'écouter ce qui se fait dans chacun de vos programmes, dans chacun de vos réseaux, dans l'Atlantique et au Québec. Merci d'avoir souligné les cas d'études. Nathalie, on voit qu'il y a énormément d'activités, il y a un bouillonnement d'activités au Québec. Rassembler ces groupes et savoir comment mieux réseauter, comment ajouter plus de structure à votre réseau et renforcer les relations. En Atlantique, on a ce réseau déjà établi qui fonctionne déjà, mais avec des membres et des partenaires qui sont à plusieurs étapes différentes. Donc, il y a des relations très différentes qui viennent à la table. Un des buts de cette collaboration basée dans les communautés et avec les communautés, c'est de trouver des façons de mettre de l'avant les voix francophones, les leaders de la science participative au Québec et créer plus d'espace pour les voix qui historiquement ont été moins représentées dans ce travail. Alors, les événements comme l'événement d'aujourd'hui sont une nouvelle opportunité dans notre travail et dans notre réseau professionnel. On aimerait inviter deux euh, des collègues de Laura et Nathalie. Ils vont dialoguer entre eux, en fait. Sébastien Sauvé est professeur en chimie environnementale à l'Université de Montréal et Sébastien a travaillé de très près avec Nathalie dans le développement et la conception du forum qu'on vient de vous présenter. Et Aislinn Livingstone est un collègue de Laura Chandler, un collègue très étroit. Et elle a travaillé au réseau de l'Atlantique de l'eau et elle travaille maintenant à DataStream dans la gestion des données. Et Aislinn a été vraiment un phare et une vraie bâtisseur de réseau dans notre milieu de la surveillance de l'eau. Et elle a été témoin de l'émergence de ces relations entre les deux solitudes, entre les anglophones et les francophones. Et il travaille très fort à DataStream pour continuer, pour renforcer ces relations entre les anglophones et les francophones qui font ce travail au Canada. Donc, c'est pas souvent qu'on a cet espace pour un dialogue plutôt informel. La prochaine partie de notre webinaire n'a pas de structure. On veut que ça soit ludique. On va inviter ses collègues et amis de parler entre eux de quoi ça a l'air, de collaborer, d'apprendre des autres entre les disciplines, entre les cultures, entre les groupes linguistiques. Alors, cela étant dit, ils ont 15 minutes pour ce dialogue et ensuite, on va passer à la période de questions et de réponses. Ben, je vais oser plonger.
Merci pour les introductions, c'était vraiment sympathique de voir tout ça. Euh, un des éléments que moi j'aime beaucoup dans la science participative, c'est comment on améliore le dialogue entre différents groupes. Donc, on avait beaucoup d'exemples ici qui intégraient les différents groupes communautaires qui travaillent ensemble. Comme scientifique, moi j'aime bien aussi le dialogue avec la science. Qu'est-ce qui répond le plus aux besoins? Comment la science peut être mieux perçue? Comment je dialogue mieux avec tous ces gens-là? Je présume, Sébastien, que c'est une question. Euh, oui, mais c'est fort, je pense que c'est fort intéressant, puis je pense que c'est un peu le défi qu'on a avec la science participative, c'est ce dialogue entre la recherche plus fondamentale et le citoyen. On veut que les citoyens s'engagent, mais il doit comprendre aussi. Mais je crois énormément à la vulgarisation, puis à l'éducation. Donc, quand on parlait d'éducation scientifique, je pense que il y a toute une démarche à faire dès le jeune âge là, pour c'est ça, pour que dès l'adolescence, là, de créer cet engouement pour la science. Et je pense qu'il faut vraiment rendre aussi confiant le citoyen, que ce soit les organismes, tout ça, que en fait, la science, ça peut faire peur. Donc, un citoyen qui connaît rien, il peut être craintif et il n'osera pas, il essaiera même de s'y éloigner, ça lui fait peur. Donc c'est de créer cette confiance qu'à certains niveaux, là, on peut tous y participer, puis que tranquillement, là, c'est comme toute nouvelle chose, on apprend. Et c'est sûr que de la part des chercheurs du milieu universitaire ou la recherche, les choses de recherche, c'est sûr qu'il y a un exercice de vulgarisation à faire. Là, donc, ça peut être des défis des fois pour le milieu universitaire. Mais Sébastien, tu vulgarises très bien, mais c'est ça. Donc, il y a quand même tout un travail aussi. Mais je pense que j'y crois fondamentalement qu'on peut arriver là, à dialoguer et à impliquer davantage les citoyens. De notre point de vue, j'ai aussi vu des exemples, Nathalie et Sébastien, où les chercheurs, les universitaires font un grand effort pour mieux communiquer les résultats, les études, la science qui se fait dans les institutions universitaires, surtout aux communautés sur lesquelles cette science et ces recherches ont le plus grand impact. Il y a plusieurs acteurs qui sont ici présents aujourd'hui à ce webinaire qui construisent ces ponts-là, qui font la littératie, l'alphabétisation scientifique, la vulgarisation en anglais et en français. De notre point de vue, nous travaillons au niveau national. Il y a cette collision, ce choc entre ces deux choses. On le voit manifester dans les résultats de ces collaborations quand les gens partagent les données de ces collaborations, mais aussi quand nous sommes sur le terrain, à l'écoute des différents groupes et en participant dans des webinaires et des ateliers comme celui d'aujourd'hui. Donc, je crois que ces lacunes-là, on réussit à bâtir des ponts et des liens et à traverser ces vides et ces lacunes. Je voulais vos points de vue, vos idées sur quelque chose qui a été soulevé aujourd'hui, c'est-à-dire la force. Je lisais euh, en fait le document sur le forum en anglais, mais la force des experts, les compétences et les contributions des experts dans votre réseau. Par exemple, nous avons beaucoup d'experts au niveau communautaire
qui pourraient être vraiment les personnes clés que quelqu'un d'autre chercherait. Ils pourraient collaborer, mais ils ne savent pas, ils ignorent l'existence de l'autre ou ils ne savent pas comment s'appliquer ou comment entrer en contact les uns avec les autres. Donc, c'est un obstacle auquel nous réfléchissons, un problème auquel nous essayons de trouver pour lequel nous essayons de trouver des solutions. Avez-vous des suggestions ou des pensées là-dessus? Comment avancer? Comment construire des ponts et mettre en contact ces experts avec les gens sur le terrain, les citoyens dans les communautés? Nous, on pense par exemple au mentorat ou des comités consultatifs ou peut-être quelque chose de très formel ou peut-être quelque chose de très informel. On n'est pas sûr, on réfléchit. Ouais, la question est bonne, hein, c'est pas, il y a pas de, je pense pas qu'il y a de réponse facile. Peut-être un commentaire, c'est qu'au forum à Québec, quand on a tenu le forum, c'était précieux d'avoir tous ces gens-là dans la même salle où on pouvait voir plein de contacts, plein d'initiatives, puis plein de pistes à poursuivre. Mais, mais la réponse de comment on facilite ça dans le futur, comment on maintient ça, elle n'est pas simple. Est-ce que c'est un site web, c'est un peu simpliste? Est-ce que c'est de faire une conférence annuelle, c'est un peu lourd? Est-ce que c'est d'avoir des comités, je ne sais pas moi, au milieu universitaire, les comités, j'en ai ma dose, je n'ai pas nécessairement besoin de plus de comités dans ma vie. Donc est-ce que c'est des forums de discussion? Je n'ai pas de réponse unique, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue et probablement qu'il faut qu'il y ait plusieurs dialogues dans des dimensions un peu différentes pour qu'on trouve ces liens-là. Je pense que dans la démarche qu'on peut effectuer, déjà de recenser là, toutes les activités, les actions de de sciences participatives communautaires qui est réalisée dans chacun de nos milieux est déjà un bon point de départ parce qu'on s'en est aperçu lors du forum. On avait invité des personnes, mais on était loin d'en inviter. Puis en discutant avec d'autres, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment beaucoup plus de monde qui font de la science participative. Donc déjà, de savoir qui en fait serait déjà un bon point de départ. Puis je pense aussi que je pense que c'est un peu comme Sébastien dit, de ne pas avoir peur de se parler, de dialoguer, d'appeler, là, ça m'est déjà arrivé dans mes projets là, au G3E, d'appeler certains experts, puis c'est du bouche-oreille, mais de ne pas se dire, bon, c'est un expert, il n'aura pas le temps. Je veux dire, on l'appelle, au pire, il répond non, puis donc, je pense qu'il y a vraiment, puis la même chose du milieu de la recherche, je pense, de ne pas avoir peur d'aller auprès des organismes, tout ça, de proposer des recherches. Donc, mais un peu comme Sébastien, il n'y a pas de solution unique. Je pense qu'il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs pistes de travail à faire. Donc, c'est d'utiliser les différents médiums qu'on peut avoir et différentes solutions. Et vraiment de se parler, là. C'est en se parlant qu'on sait ce que chacun fait et où on peut voir des pistes de collaboration aussi. Oui, c'est un très, très bon point que vous soulevez. Je trouve que les meilleurs liens, les meilleures connexions, les meilleures relations se forgent. Souvent, quand on ignorait l'existence du groupe ou de l'organisation, par exemple, je suis allé au Cap-Breton pour une tournée de recherche et on a rencontré tellement de différents groupes et chaque groupe, chaque organisation avait une autre organisation à nous suggérer, un autre individu. Donc, on allait à une autre communauté, on allait voir un autre ruisseau, une autre rivière et on a découvert plein d'organisations au niveau communautaire qu'on ignorait, on ne savait même pas qu'ils existaient. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Je voulais ajouter à la question et à vos commentaires, Nathalie et Sébastien, comment renforcer les échanges entre les pairs et comment bâtir les liens entre les communautés et les experts et les universitaires. On a vu dans le Atlantic Water Network, et vous avez fait quelque chose de semblable au Québec,
des approches basées sur les partenariats régionaux dans le bassin Mackenzie, dans le bassin. Il y a une demande, une réelle demande pour le partage de données, une infrastructure pour partager ces données-là. Mais c'est très difficile quand il n'y a pas ces ponts, ces liens, ces liaisons comme nos réseaux, comme votre réseau, qui permettent à ces différentes organisations de se parler. Il y a tellement d'organisations qui travaillent sur les mêmes thèmes dans leur propre bassin versant sans jamais collaborer ou communiquer avec des gens dans d'autres bassins versants. Donc, quand il n'y a pas quelqu'un qui peut animer ou faciliter ou dynamiser ces connexions, ces liens-là, c'est pas évident. Surtout avec la taille du pays. Le Canada est tellement énorme, les différences géographiques, culturelles, linguistiques. Donc, le travail que G3E fait pour établir cette approche collaborative, formaliser un peu plus ce qui se fait déjà sur le terrain. Il me semble que c'est très prometteur comme approche. Le travail se fait déjà. Je ne suis pas allé au forum à Québec, malheureusement, mais j'ai entendu dire que c'était très dynamique, qu'il y avait énormément d'enthousiasme et d'énergie dans la salle et que les gens pensaient déjà à des façons de collaborer sans même avoir un nom, un titre pour cette collaboration. Alors, on aimerait apprendre beaucoup plus sur ce que vous faites et on aimerait soutenir ce que vous faites au Québec. Peut-être un commentaire là-dessus, si j'ose. Il y avait aussi, c'était flagrant à Québec de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des initiatives un peu différentes, mais un peu comparables. Tu as beaucoup de gens qui font beaucoup d'efforts, qui se ressemblent, puis qui essayent de colliger. Et donc, il y a, il y a- il y a beaucoup à gagner dans la mise en commun, puis dans essayer d'être plus efficace. C'est ça. Tous ces groupes-là, tout le monde cherche des ressources, tout le monde cherche des sous. On a tout à gagner à être un peu plus efficace dans le partage. Tout à fait. J'avais une question pour Laura et Eslyn. Probablement, vous l'avez dit au début, mais je me demandais comment vous avez mis en place à la base là, le réseau, donc ce qu'Atlantic Water Network fait, c'est parti de où pour dire que vous allez vous rassembler et, et commencer à travailler tous ensemble? Je pense que ça me traduisait, moi, ce que je disais. Est-ce que ça traduit, Laura? Alors, comment on est arrivé ensemble en tant que groupe? Eh bien, alors pour la réunion, vous disiez? Alors, pour les réunions du réseau, It's more, alors ça a été en ligne en fait. Laura, it's more how you start your network. Alors, comment avez-vous commencé le groupe? Alors, comment est-ce que le réseau a commencé? OK, bien. Alors, ça, c'est une question là, une question qui va donc même avant moi. Alors, le Atlantic Water Network est là d'une forme ou une autre depuis 2004. Et en fait, ça a commencé comme projet de recherche de St. Mary's University, Université de St. Mary's. Alors, il y avait un chercheur qui travaillait là-dessus pour voir comment les groupes communautaires pouvaient mieux gérer leur environnement et surveiller l'environnement. Et à partir de ce groupe, il y avait le Atlantic Water Network. Alors, c'était là pour soutenir la surveillance de l'eau dans l'Atlantique et c'est comme ça qu'on a commencé. OK. Est-ce que le regroupement inclut également des ministères, des municipalités, des organismes plus décisionnels? Oui, OK. absolument, oui. Et les conversations qui ont eu lieu, le travail que nous voyons partout au Canada, Nathalie, bon, il y a beaucoup de collaboration qui se fait non seulement au niveau local entre les groupes de surveillance locaux, mais aussi avec les secteurs. Alors,
Si on arrive à ce point-là où les gens se demandent comment on peut partager les données, ça c'est une chose, mais habituellement, ça provient, et on l'a dit avant, des communautés, des groupes qui s'inquiètent, des organisations, des scientifiques peut-être qui travaillent avec un laboratoire de recherche ou avec un gouvernement local, bon, que ce soit municipal, provincial, et donc qui font la collecte de données et de partager et comparer les résultats de ce qu'ils trouvent dans les zones, dans les bassins versants. Alors, on travaille avec les différents paliers du gouvernement dans toutes les provinces de l'Atlantique, mais aussi avec toutes sortes de groupes de surveillance dans leurs différentes formes, que ce soit donc un chercheur qui est à la retraite ou un groupe mené par des groupes communautés autochtones ou un projet qui découle d'un groupe universitaire. Alors oui, c'est formidable de voir des groupes qui sont là pour briser les silos, pour travailler ensemble sur les bassins versants. Et ça aide certainement le travail qui se fait. Moi, j'ai une question, et peut-être que c'est une question qui, bon, plutôt qu'une question de recherche pour Sébastien. Alors, nous avons toujours des communautés qui nous demandent, OK, bien, j'ai fait la collecte de données. Alors, je sais ce qui se passe dans mon bassin versant, mais comment pouvons-nous utiliser cela pour faire avancer les choses, pour quelque chose qui est beaucoup plus grand que notre groupe communautaire? Que devons-nous faire pour nous assurer que les gouvernements examinent cela ou les chercheurs l'utilisent, ces données? Isla, je sais aussi que vous savez qui utilise la data stream, les données là. Eh bien, d'avoir bon, tellement de gens qui utilisent le data stream, bon, ça a été une façon formidable pour qu'on puisse comparer les données entre les groupes. Mais comment aller faire plus? Comment aller à ce palier plus élevé? Voilà. Je me suis senti un peu interpellé ici au début. Euh, écoutez, je pense que les chercheurs ont chacun une démarche qui est assez personnelle dans leur recherche et dans leurs intérêts de recherche. Et ça reste une démarche qui est très opportuniste, et dans le sens où, enfin, à tout le moins, ma recherche scientifique à moi, elle est en partie opportuniste, où j'essaie de trouver les opportunités, les occasions, les projets de recherche qui sont les plus intéressants. Donc, la meilleure étape ou la meilleure façon que ça serve plus en recherche, c'est faut que les chercheurs sachent que cette information-là est disponible. Il faut qu'ils trouvent des façons de la voir et de l'utiliser. Et peut-être aussi qu'il y ait un peu de dialogue et d'itération dans les prochaines analyses à faire, parce que peut-être qu'il manque un petit quelque chose, peut-être qu'il y aurait une information de plus qui serait facile à obtenir, qui serait plus utile pour les chercheurs. Il faut que les chercheurs sachent, il y a beaucoup de regroupements de chercheurs. Là, les chercheurs sont quand même bien organisés. Et donc, je pense qu'il y a peut-être, et peut-être que notre dialogue à nous peut aider, et je peux aider, mais je ne peux pas tout faire. Là. Je pense qu'il faut aussi qu'il y ait un dialogue des gens sur le terrain. C'est peut-être une présence citoyenne dans les groupements de chercheurs, de venir présenter, de venir montrer ce qui est fait. Je pense que c'est tout à gagner parce que pour moi, comme chercheur, d'avoir accès à ces données-là, c'est très précieux. Et donc, ça permet de faire une recherche beaucoup plus grande, mais c'est une donnée qui est différente de ce que moi, je vais acquérir dans mon labo. Mais il faut que les chercheurs le sachent. Je pense que c'est vraiment la première étape. Donc, il faut qu'on trouve comment on améliore le dialogue. C'est un petit peu moi ce que j'aimais de Québec, mais qui me désolait aussi, c'est de voir qu'il y a toutes ces activités-là qui se font, mais que je ne savais pas tout ce qui se faisait. Donc, il faut qu'on se parle plus. Il faut trouver des mécanismes pour qu'on se parle plus. Alors, je voulais juste partager quelques exemples, Laura, parce que vous m'avez donné donc ces indices-là, alors de ce que nous voyons pour ce qui est des l'utilisation de données dans les différentes régions. Alors, cela va sans dire, mais la surveillance, c'est chronophage et c'est cher. Et bon,
il y a des gens qui font ça pour se divertir, mais il y a d'autres qui veulent que ces données soient utilisées par les décideurs pour les groupes communautaires. Et on est à donc une masse critique dans les régions là où il y a assez de données que ça peut être utilisé maintenant dans différentes façons. Alors, c'est épatant de notre point de vue de voir cela, de voir comment les données ont un impact réel sur le terrain. Et Laura, vous avez présenté un exemple, bon, cette analyse de données qui était un exemple de comment nous avons utilisé les données pour montrer s'il y a des lacunes dans la collecte des données, comment repérer là où se trouvent les meilleures opportunités pour investir les ressources dans la formation et ces genres de choses. Et j'ai aussi entendu parler qu'il y a d'autres organisations qui cherchent à faire plus de travail au Canada. Nous avons aussi vu des exemples de ces données qui sont utilisées par les gouvernements pour élaborer des outils de modelage et aussi pour informer les études qui sont menées avec les chercheurs et avec les communautés sur le terrain et avec les programmes de politique. Et nous voyons des exemples là où les universitaires utilisent ces données de surveillance pour des études à long terme. Il y a un exemple d'un chercheur à Mount Allison University qui a fait la collecte de plus de 20 ans de données de Environnement, Changement climat Canada et aussi d'autres organisations de surveillance. Et il y a assez de données là qu'on peut l'analyser et voir quelles sont les tendances à long terme. Alors, c'était pas de voir que les données sont utilisées de différentes façons, à différents lieux, et il y a en fait des impacts tangibles. Alors, j'ai l'impression que les autres s'intéressent à cela aussi, et c'est pour ça que j'aimerais entendre des autres comment vous voyez que les données nous mènent à des impacts réels. Il ne s'agit non seulement d'avoir ces données qui sont sur un site web quelque part. Alors, Nathalie, je ne sais pas si vous avez des exemples qui vous inspirent ou Sébastien pour continuer là sur ce chemin-là. Mais c'est- je pense qu'à différents niveaux, là, je vais parler plus pour le G3E, là, où on a un réseau de suivi de la santé des cours d'eau. Et on a différents partenaires là, participants à travers le Québec. Euh, je pense qu'on a beaucoup d'organismes de bassin versant qui participent à cette acquisition de données. Et je pense que oui, ils vont acquérir des données, mais ces données-là ont une utilité, donc vont leur servir au niveau de la gestion de l'eau, au niveau de pouvoir comprendre des impacts de sources anthropiques et pouvoir aussi arriver à réaliser des actions qui vont pouvoir améliorer euh, la conservation puis le cours d'eau. Donc, je pense que oui, ces données-là, c'est pas juste comme tu dis, Evelyne, de mettre des données puis d'accumuler des données, mais c'est important qu'elles servent, là. Euh, donc, je pense qu'on a plusieurs exemples de l'utilité de ces données-là. Euh, puis c'est ça, puis on est en train de travailler là, on travaille beaucoup au niveau des changements climatiques et on est en train d'essayer de voir comment des outils comme ça peuvent servir aussi au niveau de plans d'adaptation au changement climatique. Donc, comment des données récoltées par des citoyens, nous, on est plus dans des bioindicateurs, mais comment ils peuvent être utilisés dans des plans d'adaptation au changement climatique. Donc, je pense oui, à mon sens, il ne faut pas qu'on récolte des données juste pour des données, mais il faut que ces données puissent servir à des décisions, à des décideurs, à des actions. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Et pour revenir un peu avec l'aspect de la recherche, je pense que c'est vraiment le concept du dialogue. On vient de terminer une recherche avec une université qui ont utilisé l'ensemble de nos données. Euh, puis parce que le chercheur a travaillé dans ce domaine-là, donc c'est vraiment un aspect de dialogue, d'aller rencontrer. Puis dans ce cas-ci, on est gagnant-gagnant. Donc on arrive, nous, avec un début d'indice, eux arrivent avec une recherche et qui vont pouvoir poursuivre. Donc, mais c'est ça. Donc c'est un peu mon point de vue. Non? Je ne sais pas, Sébastien, si vous complétez. Peut-être que je rajouterais que la valeur de la collaboration dépasse juste les données qui sont accumulées.
pour moi, c'est précieux d'avoir aussi des citoyens qui parfois participent et qui vont collecter des échantillons, nous envoyer des échantillons qu'on va faire avec des analyses de laboratoire qui sont très difficiles puis qui ne pourraient pas être faites sur le terrain, là. Même les scientifiques ne pourraient pas les faire sur le terrain. Il faut que ce soit fait en labo. Donc, il y a plein d'autres façons. Donc, oui, il faut mettre en valeur toutes ces données puis tout ce qui est accumulé puis tout ce qui se fait déjà. Mais le dialogue peut être très précieux de d'autres façons. Je voudrais renchérir. C'est sûr que nous, on a un volet scientifique, mais on a un énorme volet éducatif. Donc, plusieurs de nos projets impliquent les jeunes. Donc, je pense que c'est un volet qu'il faut pas. C'est sûr que la donnée récoltée par un jeune de 12 ans ou de 15 ans a moins de valeur scientifiquement parlant. Bon, il faut faire attention là, à ce qu'on en fait. Mais par contre, dans un point de vue éducatif, d'engagement, de développement d'une culture, d'un engagement social, ça a quand même un aspect énorme. Puis je pense que c'est ça aussi la science participative. C'est pas simplement l'acquisition de données, mais c'est le développement d'un savoir, d'un respect environnemental, donc qu'on peut mettre en place. Euh, donc je pense que la science participative, la science communautaire est plus que juste d'acquérir des données. Donc c'est là où je vois la beauté du travail qu'on fait, là. Et Je vais... j'espère. Ah, Non, mais vas-y, Sébastien, fini, mais je vais m'insérer juste après. d'accord, très, très vite. J'espère, Nathalie, qu'un jour, il y aura un de ces jeunes qui va te recontacter comme chercheur à l'université pour faire un projet avec G3E, puis que ce sera parce qu'il y aura eu un petit projet dans un cours d'eau à analyser quelque chose. Oui, donc, ben, justement, là, j'en profite, on va parler d'espoir et de réseaux qui grandissent. Justement, là, puis je trouve bien l'idée, là, vous avez parlé beaucoup de dialogue. C'est un peu l'activité qu'on propose aujourd'hui, mais on revient un peu à l'essence de ce qui naît dans les échanges, en fait. Puis là, ben, on va élargir. Là, vous étiez quatre, un peu dans une bulle. On va carrément ouvrir à la grandeur du Canada, pour dire ça comme ça, avec toutes sortes d'intervenants. Je rappelle pour le fonctionnement, pour que ça fonctionne bien. Là, j'ai vu, il y en a quelques-uns. Je pense que, bon, j'imagine que c'est un certain Gordon. J'ai vu un nom qui avait levé la main, qui est reparti, qui est revenu. En tout cas, on va fonctionner en alternance avec une main levée, puis on a aussi des gens qui posent des questions par écrit. Il y a plusieurs mains et plusieurs oreilles là, qui nous aident. Fait qu'on va essayer d'alterner entre les questions main levée, puis dans l'ordre qu'elles vont apparaître, et les questions écrites. Puis on alternera, moi et Taylor aussi, sur les questions en anglais, en français, etc. Alors, je vais passer la parole à Gordon. J'imagine que c'est ça. Ça serait bien de vous identifier aussi, puis peut-être nommer la communauté ou l'organisme que vous représentez. Alors, Gordon, avec ta question. Merci tout le monde. Le webinaire est très intéressant. Je travaille dans les connaissances basées sur la terre et le territoire. Je travaille beaucoup avec les communautés autochtones, les Premières Nations, un peu partout au Canada. Ma question est la suivante. Un des obstacles auxquels nous faisons face, c'est que les données, ça coûte de l'argent. La dernière fois, que j'ai utilisé de l'équipement scientifique, ça nous a coûté 10 000 $. Donc, quand nous, on fait la collecte de données ou on demande aux autres de faire de la collecte de données, comment est-ce que vous suggérez ou comment avez-vous vu des collaborations, des approches qui permettent aux gens dans les communautés de faire cette collecte de données? Si vous êtes déjà allé voir le site web du USGS, le United States Geological Survey, c'est phénoménal. Il y a tellement de données. Vous pouvez voir la nappe phréatique, le flux des ruisseaux. Le Canada est vraiment tombé en arrière. Nous, on est en train de se dire qu'est-ce qu'on fait, comment partager les données. Est-ce qu'on ne peut pas mettre de la pression sur le gouvernement fédéral pour créer un portail, un pôle, un carrefour qui nous permettrait de collaborer mieux? Oui, je peux parler de ce qu'on fait en Atlantique par rapport à l'équipement parce que vous avez absolument raison, l'équipement est très cher. Ici, à Atlantic Water Network, on a
à 5 banques d'équipements où on prête, les groupes communautaires peuvent emprunter cet équipement sans frais. L'enjeu pour beaucoup de communautés, c'est le transport. C'est très cher d'aller en voiture, de demander des bénévoles, et le prix de l'essence, d'aller à plusieurs sites pour chercher des données. Donc, on a un bon système de partage d'équipements qui fonctionne assez bien, mais on a encore besoin de financement pour la surveillance de la qualité de l'eau. Peut-être un complément. Là, de la façon que ça fonctionne, il y a une question qui est lancée. Laura a pris le lead pour répondre, mais Sébastien, Nathalie, Aislinn, vous pouvez compléter. Si on voit que ça flotte, on passe au prochain. Donc, peut-être Oui, vas-y, Sébastien. Peut-être un complément rapide. C'est clair que la collaboration universitaire peut aider dans les équipements. Donc, pour des achats de petits équipements dans une subvention de recherche, c'est relativement facile d'intégrer et de financer ça. Ce qui est dans un projet de recherche, de trouver un petit peu de sous pour aider avec des déplacements ou des choses comme ça peut se faire. Le gros problème des subventions de recherche, c'est que c'est habituellement planifié sur 3 ans. Une subvention de recherche de longue durée, c'est 5 ans. Donc, c'est une espèce de travail qui est toujours à refaire. Donc, c'est probablement pas une bonne idée de dépendre de subventions pour le fonctionnement. Mais pour acheter des équipements, s'il y a un projet qui peut permettre d'acheter des sondes ou d'acheter différents outils de mesure, ça, je pense que c'est relativement facile à intégrer, en tout cas, à tout le moins. Tant qu'on reste dans en bas des trucs à 5 000, 10 000 dans des subventions de recherche, c'est gérable assez facilement. Donc, c'est une piste qui peut aider, mais pas dans le défi, puis la comparaison avec la USGS est difficile. Et il y a peut-être aussi un problème qui est politique entre qu'est-ce qui est de mandat fédéral, qu'est-ce qui est de mandat provincial. L'un et l'autre se lancent la balle. Il y a eu des coupures budgétaires de différents gouvernements. Et donc là, il y a une dimension politique à ce manque de données. Puis ça justifie aussi pourquoi il y a tant de citoyens qui s'impliquent et qui veulent avoir des données. Là. Si le gouvernement faisait tout ça, on utiliserait les données puis on ferait autre chose. Hein. Et alors, on peut continuer. Il y a Catherine qui a levé la main, puis après, on va aller avec des questions. Parfait, merci. Catherine Paquette avec WWF Canada. Question pour Aislinn. Au WWF, on est vraiment familier, évidemment, avec les sources pour nos rapports de bassin versant depuis le début, depuis Mackenzie DataStream. Mais je me demandais, vu que le Québec est une nouvelle région pour vous, est-ce que vous avez remarqué des nouvelles tendances ou des différences avec la façon que les données sont partagées, avec je sais pas, les groupes qui participent ou juste des différences? Je pense, Aislinn, c'est pour toi la question, ou Laura? Oui, merci Catherine pour cette question. C'est une très bonne question. C'est vrai, notre travail au Québec est assez récent. On a lancé l'initiative en automne dernier, Great Lakes Data Stream. En fait, ça coïncidait avec le forum à Québec dont Nathalie nous a parlé. Je vais demander à ma collègue de répondre. Charlotte est experte en données à DataStream et c'est elle qui fait le travail d'engagement de mobilisation au Québec. Alors, Oui, merci beaucoup pour la question, Catherine. Donc, mon nom c'est Charlotte, je travaille avec DataStream et je travaille avec des groupes au Québec et dans la région Atlantique, donc autant en français qu'en anglais. Et comme Aislinn a dit, actuellement, des groupes à travers le Canada partagent des données sur la qualité de l'eau sur DataStream, puis plus récemment, des groupes québécois. Donc, actuellement, on se concentre surtout sur l'apport de soutien technique pour aider les groupes à mettre leurs données en ligne. Et d'ailleurs, on a plusieurs ressources en français sur notre site web. Sinon, on travaille avec toutes sortes de groupes, comme des groupes de sciences participatives, des organismes de bassin versant.
Et je dirais que le G3E nous soutient beaucoup aussi à développer notre réseau de collaborateurs. Et on voit de plus en plus d'exemples de collaboration entre les programmes de surveillance au Québec. C'est ça. Puis aussi, si jamais vous récoltez des données de qualité d'eau et vous êtes intéressé à les partager sur des streams, n'hésitez pas à me contacter. Ça me ferait vraiment plaisir d'en discuter. Merci pour la question. Bon, très bien. On a une autre question de Laurie à Alberta Eco Trust. Laurie veut savoir, Nathalie, qui a organisé au tout début le forum à Québec. Pourquoi est-ce qu'on voulait mettre cela en place, en œuvre? D'où est venu l'intérêt pour ce forum? Est-ce qu'il y a des préoccupations par rapport à la transparence des données? Est-ce qu'il y a de la sensibilité au niveau politique, au niveau des gouvernements ou au niveau des industriels et des industries? Et si c'est le cas, comment est-ce que vous gérez tout cela dans vos réseaux? Je vais répondre à une partie. Pour la mise en place du forum, c'est vraiment, je pense, on est venu à s'asseoir, je ne pourrais même plus, on a collaboré avec l'Université de Montréal, donc Sébastien Sauvé, on avait un projet commun où il fallait qu'on travaille sur développer des partenariats là, puis, avec des groupes qui faisaient des activités de sciences participatives. Et au fil de nos discussions, là, c'est là qu'on s'est dit, mais on était conscient qu'il y avait beaucoup d'organismes. C'est là qu'on a commencé à se poser des questions, là, qui en faisait, comment c'était récolté et tout. Moi, je connaissais assez bien le ROBVQ pour travailler avec eux. Le ROBVQ étant l'organisme là, qui coordonne, si on veut, les organismes de bassin versant au Québec. On les a invités dans notre discussion et DataStream, là, qui débutaient leur projet. Donc, c'est vraiment les quatre ensemble qui, suite à des discussions, à des réflexions, à des questions qu'on avait, qu'on s'est dit le meilleur moyen là, pour répondre à toutes ces questions, c'est de réunir là, pour une première fois toutes des personnes et des organismes qui travaillent, qui font de la science participative, en essayant vraiment notre idée, un peu comme Sébastien le disait tantôt, c'est vraiment pas juste des organismes, on voulait vraiment mettre ensemble les chercheurs, les ministères, les organismes, les citoyens pour discuter. Donc, c'est vraiment comme ça qu'est partie cette idée. Et sincèrement, on l'a organisé, mais on savait vraiment pas comment ça allait marcher, s'il allait avoir beaucoup de monde, puis l'enthousiasme, on partait un peu sur Et puis, en tout cas, moi, j'ai été agréablement surpris, puis je pense que Sébastien aussi, du taux de participation, c'était vraiment le monde a embarqué, c'était vraiment encourageant. Donc, c'est vraiment un peu là-dessus qu'on est, comme ça qu'est né là, le collectif. Le défi, je ne vous cache pas, c'est de continuer, là, parce qu'il y a vraiment un grand engouement, puis on ne veut pas perdre cet engouement, donc on veut pouvoir poursuivre et commencer le plan d'action là, qu'on a bâti. Par rapport à tout ce qui est donné, tout ça, là, c'est un peu plus politique. Donc, ça, c'est un des deux Sébastien, je laisse répondre. Peut-être par rapport à l'initiation de tout ça, comme disait Nathalie, je pense que moi, j'ai été surpris par l'enthousiasme du monde à Québec. Et comme Nathalie, je ne savais pas trop dans quoi on plongeait, mais je voulais plonger. Donc, c'est vraiment l'enthousiasme de tous les gens qui étaient là qui m'a surpris. Ensuite, dans le partage de données, dans la sensibilité des données, c'est habituellement assez facile pour les données communautaires, les données de groupe qui sont acquises, qui sont assez simples et qui sont d'accès. Ça reste, en la plupart des cas, assez facile à partager. Là où j'ai beaucoup plus de réticence et que tout est plus compliqué, c'est quand c'est des données qui sont partagées par des villes, quand c'est des données qui sont partagées ou qui sont acquises par des organismes même gouvernementaux, ça devrait être partagé, partageable, mais c'est toujours plus difficile. Donc c'est quand on s'élargit des données, c'est toujours plus difficile. Et plus c'est sensible, si c'est des données de pH, c'est pas trop difficile. Si c'est des données de plomb dans l'eau, si c'est des données de contaminants spécifiques, là, je détecte toujours beaucoup plus
d'inquiétude et de réticence. Mais je ne sais pas si effectivement l'autre Sébastien est un peu plus proche d'une dose politique de tout ça. Ça va me permettre de prendre un peu le bon parce qu'on va éventuellement sauter à la conclusion. Mais oui, les données, c'est toujours sensible. Je sais puis, autour de l'eau, hein, il y a plusieurs paliers au Canada versus les provinces. Il y a toutes sortes de niveaux politiques à harmoniser, hein. Le dialogue n'est pas seulement sur le terrain, il faut aussi l'aider, je pense, à travers les paliers. Puis c'est un peu les activités comme aujourd'hui, puis le réseautage qu'on fait, ce dialogue-là qu'on essaie de faire multi-échelle, en fait. Il ne faut jamais oublier d'inclure le politique, justement, parce que je pense qu'il y a un réveil, il y a beaucoup de données ouvertes de plus en plus, mais ça coûte cher, des infrastructures de données. Et éventuellement, ben, quand les gouvernements vont horizontaliser, hein, on va tous travailler un peu dans la même équipe. J'ai l'impression que ça va se... Mais il faut intensifier le dialogue. Je pense que c'est un peu, c'est pour faire le lien un peu avec aujourd'hui. J'ouvre un peu la partie conclusion parce qu'en fait, on arrive à la fin rapidement, hein. Moi, j'ai l'impression qu'on avait encore une demi-heure, 45 minutes, mais non, c'est super intéressant. Et c'est justement un peu l'idée du dialogue on reste un peu sur notre fin. Donc, on vous annonce que ça ne va pas finir là. On veut que ça soit le début de quelque chose. Hein, vous avez vu qu'il y a toutes sortes d'idées qui peuvent émerger. Vous avez été stimulé, vous avez vu des noms, entendu parler de certains éléments. Fait que, moi, ce que je comprends, en fait, c'est que l'importance du dialogue, c'est d'abord de le tenir, hein, de le faire et de ne pas trop anticiper sur ce qui va sortir, mais on va vous faire une suite éventuellement là, de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais peut-être passer la parole à Taylor pour la suite. Ce que Our Living Water va faire à la suite de la tenue de ce dialogue aujourd'hui, là. Oui, merci beaucoup Sébastien et à tous nos panélistes, nos intervenants et intervenantes, les poseurs de questions. C'est vraiment génial de voir cet espace très dynamique à Our Living Waters. On a encore des plans pour des ateliers, des webinaires, des discussions bilingues. Alors, il y aura d'autres événements de ce genre. Le collaboratif de surveillance de l'eau basé dans les communautés va faire un suivi. On a un bulletin par courriel de Our Living Waters, nos eaux vitaux. Ces deux études de cas représente toute une panoplie d'initiatives partout au pays. Il y a Living Lakes Canada en Colombie-Britannique, la Fondation Winnipeg au Manitoba. Si c'est utile pour vous, cette discussion, on pourrait peut-être encourager ce genre de dialogue pan-canadien. Merci d'être là aujourd'hui et j'espère que ça a été une bonne utilisation, un bon emploi de votre temps aujourd'hui. Sébastien, si vous avez des derniers mots, sinon, Ben, continuez de dialoguer, c'est ça qui est important. On le fait là et vous pouvez répandre la bonne nouvelle et faire lever de nouvelles idées comme ça. Fait qu'on continuer le dialogue, c'est vraiment juste un début, en tout cas dans le cas de cette activité-ci. Bye bye tout le monde. Bye. Merci beaucoup. Bonjour. bonne fin de journée tout le monde.